Suivez les Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina sur ici-tout.tv. Voyez chaque seconde d'action en direct. Tous les sports, toutes les épreuves, où vous le voulez, quand vous le voulez. Du 6 au 22 février sur ici-tout.tv. Téléchargez l'appli. Nous sommes le mardi 27 janvier. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être avec nous en ce début de journée. J'espère que vous allez bien. Journée qui sera marquée aujourd'hui par ce caucus précessionnel de la coalition Avenir Québec. Les partis vont se préparer tout au long de la semaine à cette rentrée parlementaire de la semaine prochaine. Évidemment, pour la CAQ, ça se fait dans un contexte particulier avec cette course à la succession de François Legault, deux candidats bien annoncés, Christine Fréchette et Bernard Drainville. Et il y aura, parce que tout le monde n'a pas pris position pour un ou l'autre des candidats, certainement des questions à ce sujet-là aujourd'hui. Donc, ça va faire partie des éléments que l'on va suivre aujourd'hui. Et évidemment, nos regards sont encore une fois posés sur le Minnesota aux États-Unis parce que Donald Trump donc a eu un échange hier dans la journée avec le gouverneur du Minnesota. Semble qu'il y a eu, c'est pas un recul, en tout cas un changement de ton, un début de changement de ton à tout le moins entre le président américain et le gouverneur de l'État. On semble vouloir apaiser une situation qui est très tendue. Vous savez que notre collègue Louis Blouin est sur place, nous fait des comptes rendus donc depuis la fin de semaine. Et aujourd'hui, donc, il y a en principe possiblement Tom Homan, celui qui a été baptisé par Donald Trump le tsar des frontières, qui devrait se rendre au Minnesota. Est-ce que ce sera aujourd'hui? Est-ce que ce sera dans les prochains jours? À voir. Jean-Philippe Robillard sera avec nous pour faire le point là-dessus. L'équipe est réunie avec moi en studio à cette heure-ci. Julie-Jasmine Boudreau, Olivier Pellerin et Véronique Méran. Bonjour à vous trois. Bonjour. Julie-Jasmine, je commence par vous. On va se parler un peu plus tard à l'émission d'un documentaire. Un documentaire qui s'appelle La Mi-temps et qui expose certains préjugés entourant les femmes de 50 ans et plus. Voilà, exactement. Et je trouve ce sujet hyper intéressant parce qu'à quelque part, c'est comme le sommet de notre vie, la cinquantaine. Les enfants sont peut-être partis, on est bien positionné professionnellement. Alors, pourquoi c'est perçu comme étant le déclin dans l'espace public? J'ai hâte de voir ça. Et ces deux amies de longue date, Jessica Barker et Patricia Paquin, qui animent cette série documentaire. J'ai écouté ça hier, j'ai vraiment hâte de vous en parler. On vous retrouve un peu plus tard à l'émission, le temps de parler avec Véronique Méran. En tout cas, vous avez piqué certainement sa curiosité. Ben, j'avais vu passer ça et je trouve ça très intéressant. Oui, je vais suivre Julie-Jasmine et probablement le documentaire. Et le documentaire aussi, oui, c'est ça. Idéalement. Idéalement, le documentaire par la suite. Véronique Méran qui a sorti son ruban mesuré et qui a avec elle toutes les quantités de neige reçues. Commençons d'abord peut-être par Toronto, des records battus, là, ça c'est confirmé. Battus, au-delà de la 60 soixantaine de centimètres de neige. Donc, c'est sûr que ça va prendre plusieurs jours là, avant de retrouver une ville qui fonctionne du côté de Toronto. Beaucoup moins quand même sur le sud du Québec. Grand Montréal, 15 à 18 cm. Donc, la fourchette 15 à 20, elle était bonne. 10-15 cm pour les Laurentides, la Nodière, 16 cm du côté de Trois-Rivières. Québec, 5. On va peut-être ajuster un peu à la hausse là, au cours de la matinée. Secteur de Granby, 12. L'Estrie, on est autour de 8-10 cm. Il y en est tombé plus près de la frontière américaine. Gatineau, une douzaine de centimètres aussi. Alors, dans l'ensemble, c'est terminé. Les chutes de neige sont chose du passé pour l'instant parce que cet après-midi, ça va revenir, mais de façon très légère. Donc, peut-être 1 centimètre supplémentaire de la floconnade là, ici et là sur le sud, le centre de la province. Ce qui demeure, ce sont les températures froides. On avoisine encore la barre des moins 20 par endroit. On est un peu en dessous même ce matin. Alors, ça reste froid, mais ce sera du temps beaucoup plus calme là, pour les prochains jours. Éclaircies, oui. On pourrait en voir quelques-unes ce matin, mais dépêchez-vous. Si vous voyez le soleil, regardez-le parce que il va se recacher assez rapidement. Donc, nuages et faible neige à partir de l'après-midi. Mercure stable autour de moins 11, moins 13 degrés encore une fois. La nuit prochaine, c'est du moins 18, moins 24. Le ciel va commencer à se dégager un petit peu plus. Il y aura à nouveau un peu d'éclaircies demain matin et par la suite, tendance à l'ennuagement. Les températures se maintiennent entre moins 11 et moins 13. La journée peut être la plus ensoleillée jeudi. On pourrait voir un peu de soleil en après-midi surtout.
D'ici là, ça reste bien nuageux vers l'Abitibi aussi. On aura de la faible neige. Tout l'est du Québec est sous le couvert nuageux. Il y a des flocons ici et là. Les températures, c'est du -11 à -15. En territoire ontarien aussi, c'est encore froid, assez venteux, pas mal de nuages, quelques flocons ici et là. On ira chercher peut-être 1 centimètre ou 2 du côté d'Ottawa cet après-midi. Et dans l'ouest, nuages à Vancouver. Douceur du côté de l'Alberta. Ça varie entre -4 et 4 degrés. Les températures aujourd'hui, c'est le seul endroit parce que le sud de la Saskatchewan et du Manitoba, on est dans le -15, -17. Ciel dans l'ensemble assez variable ou ensoleillé, donc beau et froid dans l'ouest. Et le froid se maintiendra aussi sur le sud du Québec, là, encore une bonne partie de la semaine. Il faut attendre le week-end prochain pour que ça remonte un peu plus doux. un petit peu. OK. En tout cas, la neige est quand même facile à pelleter. Il y a Ah, déjà ça, c'est bon. Elle est légère, belle et scintillante. Oui, c'est ça. Pendant ce temps-là, on la regarde. J'aime son positivisme, Oui, Véro. Il y a du Avant plus que ça partout. devienne brun et croûté. Oui, c'est ça, une chose à la fois. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Alors, Olivier, au sport, on va se parler du Comité olympique canadien qui lance une espèce de chantier sur une période de 10 ans pour améliorer les conditions dans lesquelles les athlètes vont pratiquer ou améliorer le sport canadien? Améliorer le sport canadien de manière générale. Oui, on parle de la haute performance, mais on parle aussi du sport pratiqué ici au Canada par les jeunes, d'inciter les jeunes à faire davantage de sport, d'accrocher davantage au sport et donc d'investir davantage pour les attirer, non seulement au hockey, non seulement au soccer, mais dans des sports qu'on présente un peu moins peut-être à la télévision en temps normal. Puis il y a aussi un aspect environnemental dans tout ça. Donc ce plan qui s'appelle Équipe Canada 2035 vient avec 500 millions de dollars. Tout ça sera investi, comme vous l'avez dit, dans les 10 prochaines années. Et donc, ce plan a 3 pôles. Podium, pour une amélioration des performances sur la scène internationale. Le Canada fait très bien dans les sports d'hiver, fait plutôt bien dans les sports d'été, mais là, on veut être parmi les 5 meilleurs pays, tant en hiver qu'en été. Et donc, ça, c'est très ambitieux, de par des investissements, bien sûr, au sein des fédérations nationales qui devront travailler fort pour parfois trouver des moyens de mieux développer peut-être les athlètes qui sont présents ou sinon mieux développer aussi l'élite et leur offrir le nécessaire pour être capable d'aller performer et d'aller chercher justement ces podiums et ces bons résultats à l'international. Ces jeunes qu'on veut ramener au sport, comme je le disais. Puis sur le plan environnemental, on sait que les hivers sont de moins en moins longs. On s'en inquiète et le Canada va être un leader dans ce dossier, un leader environnemental. Et pour Eric Miles, qui est au Comité olympique canadien, le fait qu'on soit à quelques jours à peine du début des Jeux olympiques de Milan-Cortina, c'est une fenêtre intéressante pour lancer ce projet. Aujourd'hui, le timing des choses, les jeux qui arrivent, toutes les discussions qu'il y a eu dans les derniers mois, dans la dernière année, la réalité, puis on le voit même dans le rapport Maisonneuve, d'arriver avec cette proposition-là aujourd'hui vient vraiment, je crois, moi, ouvrir la porte à plusieurs partenaires, puis au niveau tant du local jusqu'au niveau national, à dire travaillons ensemble finalement à faire avancer les choses pour les jeunes. Donc, il y a là un beau projet intéressant. Reste à voir comment tout ça se mettra en place. On sait qu'il y a eu beaucoup de critiques dans le financement du sport au Canada. Là, ce sont des investissements privés, il faut le dire. 39 entreprises qui se lient au Comité olympique canadien pour lancer ce projet. Ce sera intéressant de voir quelles seront les retombées de ce projet-là d'ici les 10 prochaines années. Un petit mot sur le carré d'as qui se précise aux internationaux d'Australie? Oui, du côté des femmes, entre autres, puisque le numéro 1 mondial, Aryna Sabalenka, a décroché une place en demi-finale dans une victoire assez facile quand même contre l'Américaine Iva Jovic hier en 2 manches de 6-3, 6-0. Elle sera rejointe aussi par Elina Svitolina. Et là, c'est intéressant parce que c'est les joueuses plus expérimentées qui réussissent à se tailler une place présentement dans le carré d'as. On sait que Aryna Sabalenka a battu sur sa route, entre autres, Victoria Mboko, 19 ans. Il y a Miranda Riva aussi qui était sur la route de Elina Svitolina. Là, ces 2 joueuses-là passent en demi-finale. Et il y a Carlos Alcaraz qui est sur le terrain en ce moment et qui tentera d'en faire autant ce matin. Je vais vous souhaiter de bons jeux, mon cher Olivier, parce que vous nous quittez à partir d'aujourd'hui. Préparation et puis après ça, déplacement vers Milan-Cortina où vous serez déployé pour les Jeux olympiques. On va vous suivre. Merci. Et on va tenter de vous faire vivre la fête comme on la vit là-bas, la fête sportive, en espérant vous faire vivre des émotions. J'ai pas de doute. J'ai pas de doute. Bon jeu. Salut, Olivier. Merci. Au revoir.
À la une des différents quotidiens de ce matin, on va commencer par le site Internet de Radio-Canada qui nous parle de l'entente avec les médecins au Québec. Le flou persiste sur les gains pour les patients, titre Véronique Prince, David Gentile et Daniel Boily. Si les médecins de famille ont convenu de prendre en charge 1 demi-million de nouveaux patients d'ici le 1er juillet, là, dans l'entente intervenue avec le gouvernement du Québec, rien n'assure concrètement leur suivi. De multiples comités sont créés pour y donner suite, sans par contre détailler précisément les indicateurs pour mesurer la performance. De plus, bien que les parties s'entendent pour modifier le mode de rémunération, il y a plusieurs exceptions qui s'appliquent et ce sera au choix du médecin. C'est ce qu'ont indiqué des sources à Radio-Canada. Donc, à lire ce matin de nouvelles révélations au sujet de cette entente entre les médecins et le gouvernement du Québec. En une de La Presse Plus, on parle de sonnettes intelligentes contre le crime. Vous savez peut-être ça à la maison. Vous connaissez peut-être des gens qui ont ces sonnettes, vous savez, avec de petites caméras. À Trois-Rivières, les policiers peuvent accéder aux images enregistrées par les sonnettes de porte intelligentes de plus de 760 citoyens, des citoyens qui ont donné leur accord afin de les aider dans leurs enquêtes. L'usage de cette technologie doit être strictement encadré, disent les experts. Donc, l'objectif essentiellement, c'est de résoudre des crimes. Les policiers de Trois-Rivières qui ont un registre de gens qui décident de s'inscrire et à partir de ce registre-là, si les policiers ont besoin d'accéder aux images de caméras de surveillance, peuvent le faire. Les policiers assurent que c'est pas, par exemple, pour prendre quelqu'un qui n'a pas fait son arrêt obligatoire, que c'est vraiment dans le cadre d'enquête. Il n'y a pas là à débusquer la personne qui n'a pas fait les choses comme il faut, mais si jamais, par exemple, il y a une enquête en cours et que ces images peuvent aider, donc il y a un registre qui va aider les policiers. Oui, ça peut se faire, mais de façon très encadrée, comme le disent des experts au quotidien La Presse. Je vous parle maintenant du Devoir de ce matin qui parle des écoles qui tirent un trait sur les sessions d'examen. Il y a de plus en plus d'établissements au Québec qui mettent fin aux semaines bloquées pour des évaluations. C'est un virage qui inquiète les enseignants. Vous savez, ce sont ces semaines, par exemple, au secondaire où on doit faire un examen qui dure 3 heures, mais normalement, par exemple, la période de français ne dure qu'1 heure, donc on bloque des semaines pour ces périodes d'examen. Mais ce que les directions d'école ou ce que les centres de services scolaires disent, c'est qu'on veut davantage donner du temps en enseignement plutôt que de bloquer ces périodes pour les élèves. Mais il y a de l'inquiétude chez les enseignants, entre autres en ce qui a trait au plagiat et à la réorganisation de ces examens, à lire en une donc du Devoir. Dans le Journal de Montréal, on parle de pilleurs de cuir qui sévissent, des gens qui coupent les câbles des bornes de recharge publique ou encore même de bornes résidentielles pour aller récupérer le cuivre dans les fils en question. Il y en a et de plus en plus, mais selon Flo, qui est un fabricant de bornes électriques, un câble non dénudé d'une borne standard rapporte un maximum de 7 $ en cuivre, 40 $ pour les bornes de recharge où le câble est plus gros. Donc, c'est à lire dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Entrevue avec Greg Kelly, député libéral, qui dit vivre des moments difficiles après la suspension, bien sûr, de sa conjointe Marois Risky, lui qui sera de retour au caucus du PLQ dans les prochains jours. Donc, entrevue à lire en une du Journal de Montréal et du Journal de Québec de ce matin. Puis, je termine avec le Globe and Mail qui revient, bien sûr, sur cette tempête à Toronto, fait le portrait aussi de la situation à Minneapolis, aux États-Unis, et également nous rapporte que le gouvernement canadien s'est entretenu dimanche avec un haut responsable de l'administration Trump pour assurer Washington qu'Ottawa ne prépare pas un accord de libre-échange avec Pékin. Vous savez que Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 100% si un tel pacte venait à être conclu. Donc, on tente de se faire rassurant chez l'administration américaine du côté canadien. À lire en une du Globe and Mail. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Donc oui, au Minnesota, après la mort d'un deuxième citoyen américain abattu par la police fédérale de l'immigration, il y a des agents de l'ICE déployés donc au Minnesota, à Minneapolis, qui vont commencer à quitter la ville aujourd'hui. Le président américain a tenté donc de calmer le jeu parce qu'on voit évidemment toute cette protestation et cette grogne au sein de la communauté. Oui, parce que le président américain, oui, au Minnesota, mais également ailleurs aux États-Unis, est de plus en plus critiqué, y compris dans son propre camp, le camp républicain, sur la ligne qu'a adopté son administration à Minneapolis, Mathieu, face aux immigrants, mais également face aux manifestants. Le président, hier, donc, il a eu des conversations avec le maire de la ville, qui est démocrate, et le gouverneur de l'État, qui est également démocrate, Tim Walz. Sur son réseau social, Donald Trump a déclaré avoir eu
une très bonne conversation téléphonique avec le gouverneur démocrate. Il écrit « Nous étions clairement sur la même longueur d'onde. Le gouverneur Walz et moi partageons la volonté d'améliorer la situation. » Et c'est le maire de la ville, qui est aussi démocrate, comme je vous disais, qui a annoncé que certains agents de l'immigration qui avaient été dépêchés sur place allaient commencer à quitter la ville à compter d'aujourd'hui. Donald Trump qui a également dépêché sur place à Minneapolis Tom Homan. Vous savez, on en a déjà entendu parler de lui. C'est celui qu'on surnomme le tsar de la frontière. Alors, c'est lui maintenant qui va diriger les opérations sur place et qui va rendre compte directement au président américain, à Donald Trump, en remplacement de Greg Bovino. Ça, c'est celui qui dirigeait les opérations jusqu'à tout récemment. Un homme dont on le sait, dont les propos ont soulevé beaucoup de colère, beaucoup de grogne. Alors, c'est vraiment vu, Mathieu, comme un signe un changement de ton, mais c'est également vu, donc, comme vous l'avez dit tantôt, comme un signe d'apaisement. On écoute le chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis, Raphaël Jacob, qui estime que l'administration Trump veut vraiment envoyer un signal en dépêchant cet homme sur place. Dépêcher ce type-là, qui lui aussi est un partisan de la ligne dure en matière de lutte à l'immigration clandestine, mais qui est peut-être vu comme étant, je demande guillemets, plus pragmatique, plus raisonnable, moins controversé. C'est un symbole, c'est un signe qu'on envoie comme quoi aux autorités du Minnesota. On va peut-être mettre une partie de genoux à terre si vous mettez un petit peu d'eau dans votre vin. Ça peut être un début de partie de désescalade. On va suivre ça dans les prochaines heures. Intéressant quand même. Oui, tout à fait. Sur le terrain à Minneapolis, les gens continuent de rendre hommage à Alex Pretty, cet homme qui a été abattu récemment. Oui, devant un mémorial improvisé, là, tout près de l'endroit où il a été abattu. Cet infirmier, donc, qui a été abattu par des agents de l'immigration alors qu'il tentait de protéger des migrants. On le sait, c'est la deuxième personne qui a été abattue par des agents en quelques semaines seulement. Donc, là-bas, on peut comprendre qu'il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de colère à l'égard, oui, des agents de l'immigration qui sont dépêchés dans cet état-là, mais également à l'égard de l'administration Trump. On écoute quelques citoyens que ma collègue Azeb a rencontrés là-bas. On a traduit leurs propos pour vous. Nous devons résister, sinon nous sommes finis. Nous ne serons plus un bon pays. Nous devons défendre le bien. J'ai du mal à croire tout ce qui se dit en ce moment à la Maison-Blanche. Tirer dans le dos d'un homme au sol maintenu par 6 personnes, c'est lâche. C'est tout simplement horrible. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au Bonne revoir. journée. C'est la chanson thème du Carnaval de Québec, pour ceux qui en doutaient encore. On a appris le décès de son interprète, celle qu'on entend, la voix que l'on entend, Pierrette Roy. Pierrette Roy, 93 ans. Elle est décédée le 24 décembre dernier. Donc, on a appris la nouvelle par les médias sociaux du Carnaval de Québec, qui a d'ailleurs été, la toute première à interpréter la chanson en 1955. Et c'est devenu l'année suivante la chanson officielle du Carnaval. On a eu toutes sortes d'incarnations à travers le temps, notamment celle de la compagnie créole, mais jamais autant que celle de Pierrette Roy qui a fait mouche finalement de cette façon-là, qui est tellement inscrite dans la mémoire collective québécoise, parce qu'encore aujourd'hui, 70 ans après le festival, c'est elle qui sert en ouverture du festival du Carnaval, dis-je bien. Bon, voilà. Puis, il faut dire que Pierrette Roy a connu aussi un succès à la télé. Elle était animatrice télé et elle a aussi connu succès sur disque avec plusieurs compilations qu'elle a produites durant sa vie. Alors voilà, son décès annoncé à 93 ans. Parlons de ce documentaire, donc La mi-temps, qui explore des préjugés sur les femmes de 50 ans. C'est ce dont vous nous parliez au début de l'émission. C'est ça, c'est Patricia Paquin et Jessica Barker, deux très, très bonnes amies dans la vie. L'une appréhende l'arrivée de sa cinquantaine, donc Jessica Barker qui est la plus jeune. Puis l'autre, Patricia Paquin, elle a 57 ans, dit « moi, je me reconnais très, très peu dans ce qu'on projette comme image de femme de la cinquantaine. » Alors, elle pose beaucoup de questions. On va écouter un extrait. Ça a l'air de quoi, une femme de 50 ans en 2026? Je suis prête! Est-ce que tu aurais pu aller en politique jeune? Non. Fait que tu as l'impression que l'âge te donne cette crédibilité. Pour moi, oui. Les publicistes vont payer jusqu'à l'âge. Ça vaut quelque chose si ta clientèle a 54 ans et moins.
En haut de 54 ans, je sais pas ce qui se passe, mais tu n'existes plus. Est-ce que ta libido... Oui, ce fameux marché publicitaire des 25-54, après 54... Terminé. Et ça, c'était la voix de Marie-Claude Barrette. Oui. Et à l'inverse, vous avez entendu Sonia Lebel, politicienne, qui dit, moi, je suis dans le zénith de ma carrière. Alors, des femmes qui ont le même âge, mais qui vivent deux réalités ou qui ont des perceptions quand même différentes. Alors, il y a différents témoignages récoltés là-dedans. C'est sur le ton de la conversation entre amis. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'humour là-dedans, il y a beaucoup d'ironie, mais on va chercher des réponses, comme par exemple avec des spécialistes, une sociologue qui intervient, qui dit, effectivement, c'est documenté que les femmes dans la cinquantaine sont perçues comme étant moins attrayantes pour les hommes, dans leur catégorie d'âge aussi notamment, mais dans la société en général. C'est-à-dire que l'image marketing qui est fabriquée, ça va être souvent une jeune grand-maman qui va popoter avec ses petits-enfants. Alors, ce qui est un peu loin de ce qu'elles sont. Alors, ces femmes-là sont brillantes. Patricia Paquin et Jessica Barker veulent faire sortir le beau. On n'a pas peur des tabous. On va parler d'intimité, de sexualité, de libido notamment. Alors, ça commence aujourd'hui. C'est sur l'Extra de Tout TV dans la section Véro. C'est une série documentaire en 4 épisodes. La mi-temps, allez écouter ça. Une superstar internationale et un groupe légendaire qui annonce une tournée en 2026 et ils vont s'arrêter, ces gens-là, au Canada. Ils vont s'arrêter au Canada. 2 spectacles, un à Montréal, un à Toronto. Une véritable légende vivante. Vous l'avez reconnu, j'espère, Mathieu? Oui, Lionel Richie. Lionel Richard, non. Lionel Richard, de son vrai nom. Et l'autre groupe, c'est Earth, Wind and Fire. Alors, c'est un spectacle double. Je disais, Montréal, on est le 5 juillet, Toronto, le 4 juillet. Les billets seront vendus ce vendredi. Et c'est une tournée qui avait été entamée en 2023. Alors, si jamais vous l'avez peut-être vu et que vous avez adoré votre soirée parce que ça a été un chapelet de succès, vous pouvez vous reprendre aussi. Alors voilà, ce spectacle-là a été annoncé. Ça va être une soirée fabuleuse d'été. On va se laisser avec Earth, Wind and Fire. Julie Jasmine, merci. Bonne journée. Un autre, effectivement. Succès, Marie-Michel Bordua de la Salle des Nouvelles est avec nous en studio. Bonjour Marie-Michel. Bonjour Mathieu. Ce que l'on va surveiller, entre autres, aujourd'hui, est la situation à Minneapolis. Oui, et la réaction dans les rues, ça reste à voir avec ce que Jean-Philippe nous disait, comment ce sera perçu, parce que la résistance citoyenne face aux agents de la police de l'immigration, elle s'organise. C'est ce qu'a pu constater notre correspondant Louis Blouin, qui est toujours sur le terrain à Minneapolis. Également en éducation, il y a les centres de services scolaires du Québec qui vont se partager 11 millions de dollars d'ici la fin de l'année pour retenir aussi de nouveaux enseignants. C'est un montant qui s'ajoute aux 540 millions réinvestis déjà par Québec. L'enveloppe pourra servir, par exemple, à de la formation ou du mentorat. Et le président de la FSE-CSQ estime que les 11 millions, c'est une bouffée d'air frais là, en temps de restrictions budgétaires. Ouais, nouvelle intéressante dans le milieu de l'éducation que ces montants supplémentaires. Et puis, parlons des îles Fidji qui sont en première ligne de cette crise climatique. C'est ce que constate notre correspondant en Asie, Philippe Leblanc. Entre pollution et montée des eaux, l'archipel de plus de 300 îles du Pacifique Sud, où les 2/3 de la population vivent à moins de 5 km du littoral, craint de devenir vraiment un paradis perdu. Les dérèglements météorologiques touchent toute l'économie, touchent le tourisme aussi. Et même si les îles Fidji ne sont responsables que d'une toute petite partie de la pollution plastique, elles sont vraiment vulnérables à ça. Alors, vous pouvez lire et vous pourrez voir les reportages de notre correspondant Philippe Leblanc là-dessus. Marie-Michel, merci. Bonne journée. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Suivez les Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina sur ICITOU.tv. Voyez chaque seconde d'action en direct. Tous les sports, toutes les épreuves, où vous le voulez, quand vous le voulez. Du 6 au 22 février sur ICITOU.tv. Téléchargez l'appli.